Bonjour à tous et bienvenue chez les experts. Pendant une heure, nous allons passer l'actualité de la semaine en revue. On va parler d'excellence, de jouets et de ronds-points, entre autres. Pour analyser et commenter tout cela, 2 invités politiques et 4 experts. Il est au courant de tout ce qui se passe à Bruxelles, il sait tout, il voit tout et il en fait profiter le site web de la RTBF. Bonjour Karim Fadoul. Bonjour Jean-Jacques. Elle est la passionnariat des consommateurs et le visage de Testacha. Bonjour Julie Frère. Bonjour. Il pense comme, dort comme, rêve comme et il est notre expert en com. Bonjour Christophe Génisty. Bonjour Jean-Jacques. Et il adore donner son avis sur Bruxelles et les Bruxellois sur le site Brussels Life. Il va s'en donner à cœur joie ici. Bonjour et bienvenue Pierre Chaudoir. Bien jour mon bon Jean-Jacques, bien jour. Alors, elle a mis du temps à se mettre en place cette commission, mais maintenant c'est fait. Depuis jeudi, la commission Kazakh-Gate est née. Reportage de Michel Gaillère et Thierry Dubouquet sur cet accouchement difficile. 13h15, Francis Delperré prend les commandes de la commission d'enquête sur le Kazakh-Gate. Ses premiers mots se veulent rassurants. Magis amica veritas. La recherche de la vérité est ma meilleure amie et je tiens à dire que c'est dans cet esprit-là que je présiderai les travaux de notre commission. Il faut dire que le député CDH vient d'essuyer un tir de barrage de ses collègues. Dans les députés enquêteurs, ils sont nombreux à trouver qu'il n'a pas le bon profil pour présider aux travaux. La NVA le rappelle jusqu'au bout. On va laisser témoigner notre président. Donc, je trouve ça très difficile. Quelqu'un qui est président d'une commission d'enquête, qui va être aussi témoin dans la commission pour expliquer comment et pourquoi il a dessiné l'amendement et tout ça. Donc, je trouve ça difficile, mais on verra. Alors, Francis Delperré s'engage à faire au besoin un petit pas de côté s'il est personnellement concerné par les auditions. Je ne participerai pas à la discussion et que le vice-président prendra immédiatement le relais pour assurer durant cette séance les travaux en question. Place maintenant au fond, avec de vraies questions. Il y a d'abord la naturalisation de M. Chaudieff et d'un de ses compères, M. Ibrahimov, qui est intervenu dans des conditions qui ne sont pas claires, avec des interventions politiques. Il y a des personnes sans doute qui ont servi d'intermédiaires à Paris par rapport à cette affaire, il faudrait pouvoir les entendre. Alors je doute qu'elles acceptent de venir se présenter devant la commission, mais là justement il faut peut-être désigner un magistrat instructeur qui soit chargé d'aller les entendre avec le concours de la justice française à Paris ou qui les convoque à Bruxelles. Valablement installée, la commission d'enquête sur le Kazakh-Gate a maintenant 3 mois pour aboutir. À elle d'établir si le processus législatif et judiciaire n'a pas été influencé par des intérêts personnels et financiers aux ramifications internationales. Karim Fadoul, votre réaction par rapport à cette semaine de commission ? Mais un accouchement particulièrement difficile avec notamment la présidence de Francis Delperré. Mais la présidence, il faut quand même le rappeler, revenait au CDH et que si on avait décidé de confier cette présidence à un autre parti que le CDH, ça aurait créé un précédent. Donc forcément, il fallait que ce soit un CDH. C'est lui, on est revenu sur son, je ne vais pas dire son passé trouble, mais en tous les cas, il a des liens, si pas clairs, ou à tout le moins, il y a des liens entre lui et l'ordre de Malte. À lui, à un moment donné, de faire preuve d'un peu de hauteur quand il s'agira de débattre de ces questions-là, et notamment liées à l'ordre de Malte, notamment liées à la transaction financière, à la transaction pénale, puisqu'il a également voté ce texte à l'époque, et ce n'est pas le seul non plus dans cette commission, donc ça il faut bien le rappeler. Donc on verra un petit peu comment il va gérer la chose. Alors 3 mois c'est très bien aussi, mais il faut bien se rendre compte également que ce n'est pas 3 mois tous les jours, hein. C'est 1, voire 2 journées sur la semaine. Et on verra ce que ça va donner. Enfin, on est curieux de savoir ce qui va se passer, quoi. Alors Julie Frère, cette commission, est-ce que c'était la chose la plus importante de cette semaine pour vous ? Non, j'allais dire, bon, évidemment, c'est pas des affaires de consommation, mais j'ai l'impression qu'on en fait quand même un peu trop au niveau de la communication. Donc évidemment, il y a quelque chose, il faut enquêter, et voilà, c'est très bien. Mais on ne communique plus qu'autour de ça depuis des semaines, alors que je pense qu'il y a d'autres choses aussi très importantes qu'on laisse parfois un peu de côté. Et alors du coup, je vais faire un petit virage, parce que pour moi c'est important, du coup je profite de l'occasion pour en parler. On a la Belgique qui vient de communiquer sa position sur les perturbateurs endocriniens. Ce sont des substances qu'on ingère en mangeant, qui se trouvent à peu près partout, et qui sont susceptibles de causer le cancer, l'infertilité. On en parle très très peu, alors que la Belgique vient de communiquer sa position à la Commission européenne, qui pour le moment a fait une très très mauvaise proposition pour définir ces substances. Et donc,
autour de ça, il y a zéro communication, on n'en parle pas. Donc je pense qu'il y a des choses qui touchent au quotidien des gens aussi, qui sont très importantes et autour desquelles on ferait mieux de mieux et plus communiquer. Alors quelqu'un d'autre qui peut donner son avis sur l'angle de la communication, c'est Christophe Génisty. La communication sur la commission, c'est la communication sur la forme, et c'est pas la communication sur le fond. Quand on communique à ce point sur l'installation de la commission, on communique sur la forme et pas sur le fond. Et donc ça a un effet dans l'opinion qui est un effet totalement, une sorte de diversion. C'est-à-dire que pendant qu'on communique sur l'installation de cette commission, sur le bien fondé d'avoir ce président-là qui a été effectivement impliqué, en tout cas qui a un rôle à jouer, eh bien on oublie le fond. On ne pense que à l'installation de la commission comme un acte fondateur. Le fond viendra après. Et le fond viendra après, mais vous connaissez cette phrase du général de Gaulle qui disait que si vous voulez enterrer un dossier, créez une commission. Et que d'une certaine manière, le temps long, c'est-à-dire les 3 mois, auront largement l'effet d'assommoir dans l'esprit du public. Pierre Chaudoir. Je rejoins mon camarade ici, parce que les commissions ne servent pas à grand-chose. Ça accouche toujours d'une souris. Effectivement, quand un grand garçon qui s'appelle Armand de Becker, qui est lui-même avocat, qui a 68 ans, vient à se présenter, qui est un nouvel humoriste qui s'appelle Maître Hirsch, et qui n'est pas fichu de se présenter devant les choses, même chose avec Kubla, qui est quand même bien intégré dans l'affaire, et que c'est le silence total, on a l'impression que ça va être le petit meurtre entre amis, et qu'on va arranger des bidons, et que toutes les commissions que nous avons connues avant, il n'en est jamais ressorti grand-chose d'essentiel. Vive le système français, et vive Cahuzac, j'ai envie de dire. Voilà. Oui, qui était condamné cette semaine à 3 ans de prison. Eh bien, je propose d'écouter nos invités politiques à ce propos-là. Je suis sûr qu'eux auront aussi quelque chose à nous dire. Il s'agit de Christos Doulkeridis et de Marco Vanès. Je les appelle à nous rejoindre. Marco Vanès est député fédéral PTB, Christos Doulkeridis est député bruxellois écolo. Et je vais commencer tout de suite par Marco Vanès parce que le PTB a un peu râlé cette semaine parce que vous n'étiez pas dans cette commission Kazakh-Gate. Ah oui, il y avait de quoi râler parce qu'en fait on a une commission qui doit finalement enquêter sur l'entre-soi qui existe au niveau des partis traditionnels et les liens qu'il y a entre les 3 pouvoirs judiciaire, législatif, exécutif et le monde des affaires, et en particulier pas le plus beau monde des affaires, puisqu'on a quand même un Patok Chodiev qui est réputé être lié à des milieux mafieux. Donc voilà, on a tout cet entre-soi qui doit être dépatouillé. Et qui exclut-on de la commission? Un parti comme le PTB qui justement ne fait pas partie de ces partis traditionnels et qui pourrait avoir un apport un peu pas seulement rafraîchissant, mais qui justement n'est pas suspect, on va dire, dans ce domaine. Mais vous auriez voulu que le PS vous donne un siège comme il l'a fait avec Défi? Pas du tout. Il ne s'agit pas de trouver une voie dérobée pour arriver à entrer dans cette commission. Non, c'est une question aussi de principe. C'est que d'abord, c'est pas normal dans un parlement élu d'exclure, d'avoir une catégorie de sous-députés qui sont exclus. D'abord, il n'y a pas aucun argument valable qui a été avancé. On parle de problèmes de fonctionnement, mais moi, par exemple, je fais partie de la commission spéciale, qui n'est pas une commission d'enquête, mais une commission spéciale sur les Panama Papers. Il n'y a aucun problème de fonctionnement avec le fait que les représentants des groupes non reconnus soient présents. Voilà, donc il n'y a pas de réel alibi. Oh, il n'y a que des alibis, il n'y a pas de réelle motivation. D'ailleurs, le problème s'était déjà posé pour la commission Optima, où, à un moment donné, c'était la commission finance qui a mis en place la commission Optima, et j'ai demandé aux députés de la majorité, mais pourquoi ne voulez-vous pas que le PTB en fasse partie, et les petits partis? Et vous savez ce qu'ils m'ont répondu? Mais ils n'ont rien répondu. Ils se sont tus dans toutes les langues. Le président de la commission a dit, mais allez, chers collègues, dites pourquoi vous ne les voulez pas. Et tout le monde s'est tu. Et puis on est sorti dans le couloir. Il y a un député MR qui m'a dit, on n'est pas obligé de motiver. Voilà, c'est tout. Christos Doulkeridis, le système de commission, parce que Pierre Chaudoir disait ça n'aboutit à rien. Il y a quand même eu des commissions qui ont abouti à quelque chose, quels que soient les parlements d'ailleurs. Il y a des commissions qui aboutissent à des conclusions. Est-ce que ces conclusions aboutissent à des modifications législatives? C'est plus rare. Donc ça peut être intéressant d'avoir un travail en commission. Il y a eu des commissions, par exemple, au niveau fédéral sur l'évasion fiscale, avec des recommandations qui étaient assez poussées. Mais après, il faut encore une volonté politique pour pouvoir changer les choses. Et c'est là que ça cale. Donc, souvent, on met en place des commissions quand la tension est très forte. Comme ça, on dit qu'on s'en occupe, finalement.
Et puis, une fois qu'on a un tout petit peu oublié, parce qu'on vit aussi dans un système médiatique où on passe d'un stress à un autre, l'attention est moins forte, l'attention médiatique aussi est moins présente, et puis finalement les conclusions ne suivent pas. C'est ça qui est un peu problématique. Karim Fadoul? Oui. Qui va très sincèrement profiter politiquement de cette commission d'enquête? Est-ce que c'est le PTB qui n'en fait pas partie? Est-ce que c'est Écolo qui a toujours besoin de catastrophes politiques pour pouvoir rebondir électoralement parlant, même si les élections, c'est pas tout de suite? Et alors une autre question, c'est est-ce qu'on peut convoquer quelqu'un comme Patok Chodiev à cette commission? Alors, commençons d'abord par la première question intéressante. Qui va profiter de cette commission? Marco Vanni. Mais malheureusement, à partir du moment où, je l'ai dit, c'est une commission de l'entre-soi, j'ai l'impression que... Et l'épisode... Mais rien ne vous empêche de la commenter à l'extérieur. Hein. Bien sûr, mais... Vous ne pouvez pas tout à fait dire que c'est une commission de l'entre-soi, parce qu'il y a des partis de l'opposition qui n'ont strictement rien à voir avec ces pratiques politiques. Il faudrait quand même pas trop facilement mettre tout le monde dans le même sac non plus, parce que le PTB n'y est pas. Oui. D'accord, c'est vrai que... Non, d'accord sur un point, c'est que je pense que il y a Écolo qui effectivement avait voté contre à l'époque. Au-delà d'Écolo, je ne sais pas qui il faut retirer du lot, parce que je pense que tous les autres sont impliqués d'une façon, tous les autres partis sont impliqués d'une façon ou de l'autre. Et donc, sinon, qui va profiter? Et donc, qui va profiter? Moi, je crains justement que ce soit vraiment un étouffoir, une opération oubliée de cette commission, à partir du moment où cet entre-soi va faire que il risque d'y avoir des petits arrangements, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, parce qu'on cite toujours le nom d'Armand de Decker, mais par exemple Didier Reynders, quand même, je pense que Didier Reynders, il est à la base du problème, de la disposition légale qui a permis à Patok Chodiev de ne pas être poursuivi en justice, puisque, d'après ce qui ressort des éléments du dossier, c'est un membre du cabinet Didier Reynders qui a été voir Carina Van Cotter, donc députée libérale flamande, pour introduire cette modification législative. Ce qui était peut-être dans le rôle du gouvernement à l'époque. Oui, donc voilà. Mais lui, le rôle d'un Didier Reynders, quel est-il? Le rôle des autres partis traditionnels? Le rôle, voilà, et on a vu, et à mon avis, toute l'affaire de la présidence de la commission avec Francis Delperrey, moi j'ai l'impression que c'est déjà une façon de mettre la pression sur d'autres partis qui sont peut-être un peu moins impliqués, mais qui peuvent l'être aussi, une sorte de donnant-donnant à l'avance pour dire, ben voilà, on va déjà baliser le cadre de la commission pour éviter que l'un puisse mouiller l'autre. Christos Doulkeridis, est-ce que Patok Chodiev, c'est quelqu'un qu'on peut appeler dans ce genre de commission-là? Est-ce qu'il viendra, si on peut venir? On a parlé de lui, on a parlé de Sarkozy, on a parlé d'autres personnalités publiques. Moi, je ne suis pas au fédéral, je ne suis pas dans cette commission, et j'espère qu'ils auront la plus grande latitude pour pouvoir convoquer effectivement les personnes qui sont concernées. Maintenant, pour répondre quand même à la question de M. Fadoul, qui va profiter de ça? J'espère que ce sera la Belgique et sa démocratie. Parce qu'on a déjà eu des affaires de ce style-là. Moi, je considère avec Écolo qu'on est dans des sujets analogues à ce qui s'est passé pendant l'époque de Augusta, qui a amené finalement le politique à faire quand même des réformes. Je veux dire, le financement des partis. À l'époque, toutes les boîtes privées pouvaient payer pour les partis politiques, ça influençait, et la corruption donc, qui pouvait en découler était très importante. Donc là, notre démocratie s'est quand même ressaisie et elle a adopté un certain nombre de mesures. On n'a pas été suffisamment loin dans la question des cumuls, malheureusement. Ici, très clairement, sur le plan éthique, il y a cette question du cumul qui existe entre des responsabilités qu'on a au niveau politique et puis un rôle que l'on joue à côté. Quand on a entendu pendant des mois Monsieur De Decker dit en fait mais non, pas du tout, je l'ai fait avec ma casquette d'avocat sans qu'il ne soit contesté par rapport à ça par son propre parti et par les partis qui ont accepté finalement ces interventions. C'était pas du tout normal, et donc j'espère que ça va conduire à des modifications. Maintenant, vous parlez de Monsieur Chodiev, c'est quand même un dossier énorme sur plein de plans, parce qu'il y a les questions politiques. Pourquoi est-ce que la Belgique s'empresse de donner la nationalité belge à quelqu'un qui a cette personnalité, cette réputation? C'est quand même incroyable. Je veux dire, ça veut dire qu'en fonction... Illégalement. Serge Cum, là, avec un appui d'autres personnalités, et c'est effectivement, je rejoins ce que Marco disait Vanessa disait sur le fait que c'est pas seulement le dossier de Decker, c'est le dossier d'un système qui a été mis en place, qui fait en sorte que quand tu as du fric, même si tu es pourri,
même si tous les éléments sont à ta charge, là on est prêt à te donner la nationalité, à changer la loi et à te permettre de payer moins d'impôts. Et que quand de l'autre côté, il y a des personnes qui sont dans des situations beaucoup plus fragiles sur le plan personnel, qui sont nées ici, qui ont grandi ici, et qu'on soupçonne de pouvoir faire des toutes petites fraudes, là il y a un acharnement qui est incroyable. Donc il y a, je pense, et un problème politique et un problème éthique dans ce débat. Que va devenir Armand de Decker aujourd'hui? Donc il est en arrêt maladie, il a démissionné de son poste de vice-président du Parlement bruxellois. Qu'est-ce qu'il va devenir, Christos Doulkeridis? J'ai pas une relation directe avec... Non, mais vous le voyez au Parlement bruxellois. Je pense que... Ou rarement, peut-être qu'il n'y est pas souvent, ou vous n'y êtes pas souvent. Il vient, et je veux dire, là n'est pas la question. Ouais. Effectivement, j'ai appris aujourd'hui, comme vous, mais j'imagine par les médias, enfin en tout cas moi c'était par les médias, qu'il était en arrêt maladie pour 1 mois. Je pense que sa situation politique est, à mon avis, très 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 compromise maintenant. Cela dit, encore une fois, je pense qu'il ne faudrait pas trop facilement que tout le monde se cache derrière M. de Decker. Je pense que ce serait pas juste et que ce serait en plus démocratiquement passé à côté d'un vrai problème qui est un problème de pratique que le Parlement doit pouvoir aborder en face et prendre des mesures pour pouvoir modifier la situation. Très bien, on va rester dans les assemblées avec des choses qui sont passées cette semaine dans différentes assemblées. D'abord au Sénat, à la journée bien-être animal. Le prince Laurent en a profité pour dire des gros mots en coulisses. On l'emmerde, dit-il. Les politiques et sa famille doivent lui foutre la paix. Et à la Chambre, jeudi, Charles Michel a promis de le recadrer. Et j'ai demandé à Pierre Chaudois un peu qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi, ces éternelles remontrances qu'il faut faire au prince Laurent? Déjà, la très bonne nouvelle, c'est de savoir que la famille royale existe encore. Ça nous rassure. Heureusement que Laurent est là pour nous le rappeler. Il était un peu à l'image de la Belgique, un peu dissolu. On a bien vu qu'il y a un roi Albert qui n'est pas un vrai père de famille. Il y a une fille qui ne dit rien. Et il y a un prince, un roi Philippe, qui est devenu un peu caractériel. Donc déjà, on sait que Laurent est ingérable. C'est un garçon tel qu'il est. Et il est très ennuyeux pour le palais royal parce que c'est aussi le plus populaire. Donc je crois qu'il vient de prendre une cote de popularité incroyable parce qu'il s'est montré extrêmement humain, ce que peu de membres de la famille royale font. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Le reste, c'est un peu pathétique, mais un peu à l'image de notre pays. Voilà. Marco Vanès, je sais que vous n'êtes pas très royaliste, mais enfin, le rôle du Premier ministre là-dedans, c'est normal qu'il soit obligé de recadrer le prince Laurent? Mais il va le recadrer sur quoi? C'est un peu ça la question. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a plus de problèmes sur la forme des propos que sur le fond. Et bon, j'ai vécu un peu la même chose. Parce que voilà, à la Chambre, en commission, un jour j'ai dit que le ministre des Finances, avec ses erreurs budgétaires, nous mettait dans la merde. Et donc j'étais repris par la ministre du budget qui était à côté de lui. Et je disais finalement, c'est pire d'utiliser le mot merde à la Chambre que de nous mettre dedans. Et donc j'ai l'impression qu'ici on est un peu dans le même cas, puisqu'en fait il dit, on m'emmerde depuis des années, donc on se focalise sur le mot emmerder. Un prince ne peut pas dire emmerder, mais on nous emmerde pourquoi? Parce qu'on demande qu'ils rendent des comptes sur ces sociétés. Et ça c'est quand même nettement plus grave. C'est il doit rendre des comptes. Voilà, c'est le fait de devoir rendre des comptes ou pas. Et moi, une des raisons pour lesquelles la famille royale, c'est pas forcément mes grands copains, c'est notamment toute leur relation à l'argent qui est quand même assez problématique, je trouve. Problématique. Voilà, déjà, ils ont une dotation de 1 million d'euros, 1 million d'euros par mois. Hein. C'est déjà pas mal, en tout cas pour le roi, et je ne sais plus par cœur je sais plus par cœur combien les princes touchent. Et alors, voilà, on voit le roi Albert qui se plaint que son train de vie a diminué. On voit le prince Laurent qui fait des choses quand même un peu douteuses avec ces sociétés. Enfin, mais vous voulez les faire disparaître, c'est ça en fait, en quelque sorte. En tout cas, je pense que le prince... il y a la question de la royauté en général. Pour moi, c'est pas un système démocratique d'avoir une famille royale qui s'impose dans le système politique, même si leur rôle est limité, mais existant tout de même. Ça, c'est une question de fond. Sur la question du prince Laurent, je pense qu'effectivement, moi, je lui laisserais sa liberté de parole en lui retirant sa dotation. Je pense que c'est une bonne façon de ménager la chair et le chou. On va s'ennuyer. Ah mais non, il pourra continuer à faire des déclarations, mais sans dotation. Christos Doulkeridis, vous voulez intervenir là-dessus?
là-dessus, sur le prince Laurent? Je peux tout, surtout. Hein. Non, mais il n'y a pas d'obligation non plus. Il reçoit de l'argent, il rend des comptes, c'est tout. Après, je regrette qu'il était dans un colloque sur le bien-être animal. Ça m'aurait plus plu qu'il donne l'occasion, une opportunité de parler de cette vraie préoccupation qui est importante pour notre société. Et c'est dommage que finalement, il ait réussi à parler de ses problèmes dessous. Je trouve ça vraiment très très regrettable. Alors il y a un autre recadrage que Charles Michel a fait, ça c'était vendredi avec les propos de Theo Franken et les problèmes de Theo Franken avec la justice, puisque Theo Franken refuse un visa à une famille syrienne qui est à Alep, et la justice a donné raison à cette famille syrienne, elle a le droit de venir, et donc Theo Franken a bénéficié d'un soutien de la NVA sous forme de Twitter, et on sent qu'au niveau de la NVA, on remet en cause le rôle des juges. Et là, Charles Michel a dit, attention, il faut respecter l'état de droit et la séparation des pouvoirs. Donc ça pose quand même un problème. Ici, on a l'impression quand même que là aussi, il y a des remontrances un peu, mais à géométrie variable. Ça pose un problème, ça pose des gros problèmes. Je pense qu'on est, si on fait le total des recadrages de Madame Galland, de Madame Marie-Christine Marguem, de Franken, de Yambon, de je ne sais plus qui encore, on doit être à 72, 73, 74, avec des effets qui sont quand même très très relatifs sur ces... Vraiment l'impression qu'on a un peu le papa là un peu coincé dans son costume et qui dit attention, tu peux pas faire ça. Et puis finalement, il n'y a rien comme changement dans l'attitude. Mais plus fondamentalement, sur ce qui s'est passé avec M. Franken et le dossier en question. On a de manière quasi systématique des attitudes quasi, pour moi, excusez-moi le terme est fort, mais criminelles de la part de la NVA et de Theo Franken, qui assument ce côté-là. Ils sont en train de choisir de gagner des élections, de prendre des voix, parce qu'ils voient qu'ils sont en train de perdre du terrain par rapport à l'extrême droite. Et donc, ils ont décidé, de manière cynique, de pouvoir en rajouter un peu plus dans des propos haineux, stigmatisants, sur un public qui est vraiment pas le public le plus confortable dans notre société aujourd'hui. Je veux dire, quand on parle d'Alep, qu'on aille voir ce qui se passe là-bas, quand on voit le sort de ces enfants, de ces familles, oser avoir ce type d'attitude est doublement criminel. Criminel par rapport à ces gens et criminel par rapport au fait que petit à petit, à chacune de leurs interventions, ils sèment un peu plus de haine dans la tête de nos citoyens. Et en mentant sur un principe fondamental qui est extrêmement grave, c'est qu'ils essayent d'opposer les gens les plus précarisés. En faisant croire, eux, qui s'en foutent de manière incroyable des personnes les plus fragilisées qui sont chez nous. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils font par rapport aux sans-abri? Qu'est-ce qu'ils font par rapport aux gens qui sont chez nous, effectivement, et qui sont dans des situations très difficiles? Et ils essayent de faire croire que ces personnes qui viennent de l'étranger vont menacer la situation des plus pauvres d'entre nous, comme s'ils s'en préoccupaient. Non, ils ne se préoccupent ni des plus pauvres qui sont ici, ni des responsabilités qui sont les nôtres par rapport à un public qui vient de l'étranger et qui est en souffrance. Christophe Ginisti. Il y a plusieurs choses. Ce que vous décrivez, vous avez raison de le décrire et vous avez raison de le présenter ainsi. C'est en fait un problème de communication. C'est-à-dire il est beaucoup plus facile de victimiser quelque chose qui vient de l'extérieur, une menace qui vient de l'extérieur, de pointer, pas de victimiser, de pointer une menace qui vient de l'extérieur, plutôt que de s'intéresser à un problème qui est impliquant de l'intérieur. C'est-à-dire que en fait, c'est la technique du bouc émissaire sur lequel on va désigner des gens ou une cause, ou une crainte, ou une peur qui est tout à fait extérieure, donc on peut l'isoler et on peut en faire quelque chose de populaire. Et en fait, c'est quelque chose qui se passe dans absolument tous les pays. Et si vous regardez l'actualité récente, vous avez vu que dans toutes les élections qui se sont déroulées, on peut notamment penser à l'élection de Donald Trump, évidemment, eh bien, cette mécanique qui a consisté à souder le peuple à travers la scénarisation d'un danger extérieur a très très bien fonctionné. Marco Vanis. Oui, j'ai interpellé Franken là, sur cette question et c'est incroyable que notamment il utilise le mensonge dans ce dossier. Bon, moi, je l'ai pu l'expérimenter directement, par exemple, à travers des fausses affirmations de Franken sur les avocats de la famille en question. Et donc, ce qui est incroyable, je pense, dans cette affaire, c'est effectivement cette utilisation sans vergogne du racisme le plus exacerbé qui soit, d'un côté, et puis de l'autre côté, le mépris pour l'état de droit, en disant, voilà, il y a une décision judiciaire. Il faut la suivre.
eh bien, je décide de ne pas la suivre. Je suis condamné à des astreintes de 4 000 € par jour. Eh bien, malgré ça, je m'assieds dessus, malgré ça, je continue. Donc voilà, il y a vraiment un problème. Alors quand je vois le MR qui parle de cordon sanitaire contre le PTB pour faire un écran de fumée autour de tous ces problèmes, mais qu'il est partenaire d'une NVA qui aujourd'hui utilise le racisme comme instrument de haine et de division au sein du peuple et qui s'assied sur les décisions judiciaires, je trouve ça quand même très grave de la part de la NVA et de la part du MR. Karim Fadoul, pour terminer sur ce sujet-là. En France, il y a un bouquin que tout le monde connaît très certainement qui s'intitule « Un président ne devrait pas dire ça hein, ». Vous savez, ça a coûté la place à un président. Ce président s'est rendu compte par après qu'il avait une fonction de représentation. Il y avait des choses qu'il ne devait pas dire. Idem pour le prince Laurent. Hein, son rôle est inscrit dans la Constitution. Idem pour un ministre ou un secrétaire d'État. Il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on ne tweete pas. Voilà. Et donc, à un moment donné, il faut faire preuve d'un peu de réserve. On va passer à un autre sujet pour avoir le temps de parler de tous nos thèmes de cette fois-ci. On va parler des fêtes qui approchent. C'est l'occasion de parler des jouets, et notamment des jouets hyper branchés, enfin ceux qui sont connectés. Reportage de Martin Collier et Thierry Dubocquet. La poupée en question, la voici. Mon amie Carla. Une poupée connectée dotée d'un système de reconnaissance vocale et d'une connexion Bluetooth. Une fois jumelée à un téléphone par exemple, l'utilisateur peut donc parler à travers la poupée. Dans une vidéo postée sur son site, une association de consommateurs norvégienne démontre la portée du Bluetooth. No one wants others to speak directly through the door. That this can happen from a long distance makes it even scarier. La poupée permettrait donc d'écouter à distance les conversations des utilisateurs. Ces conversations sont ensuite envoyées vers les serveurs d'une société américaine basée dans le Massachusetts. Pour test achat, il y a violation de la vie privée. De tels jouets ne respectent pas la réglementation européenne sur la vie privée. Déjà, on ne peut collecter que les données qui sont nécessaires pour faire fonctionner son produit. Ici, on n'a pas besoin de collecter de telles données pour ensuite les utiliser à des fins de marketing. Et par ailleurs, il faut qu'il y ait un vrai consentement explicite. Pourtant, ces jouets connectés sont de plus en plus nombreux dans les rayons des grands magasins. Théoriquement, il va dire bonjour quand on l'allume. Bonjour, je suis Snow. Es-tu prêt à écouter des histoires extraordinaires? Ça vous intéresse ce genre de jouet, madame? Oui. Pourquoi ça vous attire? Oui, c'est bien pour les enfants, pour jouer. Le fait que ce soit quelque chose de connecté aussi, ça vous attire? Oui, vous pouvez connecter avec la tablette, c'est bien pour jouer, tout ça. Pour les grandes surfaces, il s'agit d'une tendance qui va se confirmer dans les prochaines années. Alors c'est une tendance qui effectivement sera certainement très forte dans les prochaines années. C'est la possibilité d'interagir, de se rencontrer à travers les jouets et d'avoir par exemple être plusieurs participants à une même partie qui se jouerait sur le web avec des participants qui sont un petit peu partout dans le monde. Le cas de la poupée Carla reste une première. Le ministre de la Protection des consommateurs Chris Peters a été mis au courant et une enquête est en cours. Oui, alors Julie Frère, est-ce que vous êtes d'accord avec Julie Frère qui parlait dans le reportage? Je trouve qu'elle fait ça très très bien. Non, mais je pense que c'est un sujet qui a l'air léger comme ça parce qu'on parle de jouets, on parle de fêtes, etc. Mais il y a quand même des vraies préoccupations derrière au niveau de la sécurité. Donc ça, c'est vraiment le premier problème. Ça veut dire que dans ce cas de la poupée et du robot, n'importe qui peut interférer, parler à l'enfant via la poupée ou écouter tout ce qui se dit. C'est quand même un sérieux problème. Et l'autre problème, c'est tout ce qui concerne le stockage des données, tout ce que l'enfant raconte à sa poupée, qui est envoyé aux États-Unis, qui peut ensuite faire ce qu'il veut de ces données. Et on voit par exemple avec cette poupée-là qu'elle raconte « Ah, c'est super Disneyland » ou « Moi, j'adore les films Disney ». Pourquoi? Parce que, évidemment, l'entreprise qui commercialise la poupée a un accord commercial avec cette société-là. C'est du marketing qui est dirigé directement vers les enfants, qui sont pourtant une partie qu'il faut protéger, une partie vulnérable. Donc, je pense qu'il faut être attentif parce que c'est vraiment le début de la commercialisation de tels jouets sur le marché européen. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus courant. Mais donc, nous, on veut qu'il y ait vraiment des balises avant que le marché soit complètement... Et plutôt au niveau européen, en fait. Et puis, mais en fait, les règles existent déjà. Simplement, ici, on voit qu'il n'y a pas eu de contrôle, que peut-être que c'est des nouveautés, donc on ne sait pas très bien dans quoi mettre, parce qu'il y a des directives, mais qui ne sont pas tout à fait appropriées à ce genre de jouets. Donc, c'est un phénomène nouveau. Et simplement, soyez
assez attentifs, les parents aujourd'hui, qui achètent ce type de produits. Et je pense qu'il y a vraiment une réflexion plus globale sur la manière dont, quelles données on transmet aux sociétés, comment ces données sont utilisées, à quelles fins, etc. Il y a un vrai travail aussi de conscientisation à faire au niveau des consommateurs, parce qu'aucun parent, je pense, ne se doute quand il achète cette poupée que les données de son enfant sont envoyées à l'autre bout du monde. Christophe Ginisty. Pour rebondir sur ce que disait Julie, il y a eu récemment, notamment en 2016, un certain nombre d'attaques virales, donc de hacks, qui se sont, vous savez, les piratages informatiques, qui d'habitude ciblent vos téléphones portables, vos ordinateurs, etc. Et on s'est aperçu récemment que les attaques informatiques pouvaient également cibler les objets connectés, c'est-à-dire tous les objets qui sont chez vous, dans votre maison, qui sont connectés par un biais ou un autre à Internet. Ils ont tous une adresse IP, c'est-à-dire une adresse Internet, et à ce titre-là, on peut les manipuler. Donc effectivement, on peut les manipuler, on peut les hacker à distance et leur demander de faire des choses qui sont contraires à leur utilisation première. Donc c'est effectivement un danger qui est très sérieux. Très rapidement, Marco Vannet, sur ce thème-là, il faut légiférer ? Oui, je pense qu'il y a vraiment un problème. Moi, je vois le double discours quand on parle avec le PTB d'une taxe des millionnaires qui nécessiterait de mettre un cadastre des fortunes. On dit non, le respect de la vie privée, ça ne va pas. Et par contre, le fait qu'on a, à travers ces jouets, mais à travers les réseaux sociaux et tout, voilà, des bases de données extraordinaires avec des millions de données qui sont détenues par des multinationales, je pense qu'il y a effectivement un gros problème. Vous voudriez installer des poupées connectées dans le bureau des millionnaires. Je crois que c'est ça l'idée. Non. Je voyais le cadeau du PTB à tous les multimillionnaires pour voir. On cache leur argent. Il y a de l'idée. Mais sous couvert de sécurité, parce que c'est souvent l'argument qu'on utilise pour vendre ce type de technologie, on est en train de se mettre totalement en insécurité. C'est-à-dire qu'on est en train de prendre plein de dangers. Et c'est vraiment extrêmement grave, effectivement. Je crois qu'on doit y être attentif. Et on n'est pas encore en train de prendre toute la mesure des dangers et du potentiel en fait qu'offre pour certaines sociétés, mais aussi pour certains pays, l'usage de ces technologies. Moi, j'ai offert une trottinette à mon fils. Enfin non, c'est pas moi, pardon. Ça, Nicolas a offert une trottinette à mon fils de 3 ans. Il était très content. Et j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de balise GPS, parce que c'est aussi une autre tendance qui est très branchée. Pour le moment, il est très satisfait. J'espère que je vais pouvoir m'en sortir quelques temps comme ça, sans ces connexions. On espère qu'il va être satisfait aussi de l'école de dans 15 ans, puisqu'on va parler maintenant du fameux pacte d'excellence. On se félicite de ce pacte, et c'est peut-être une occasion de mieux réussir au test PISA. C'est la question que j'ai posée à Marie-Martine Chin, c'est qu'il ne faut pas faire quelque chose tout de suite pour ce test PISA. Il y a différents facteurs sur lesquels on peut travailler et pas en attendant évidemment que le pacte prenne son plein effet. Je pense à un élément important. PISA teste les élèves qui ont 15 ans et pas les élèves en fonction de leur niveau d'études. Aujourd'hui, en Fédération Wallonie-Bruxelles, on double 2 fois plus qu'en Flandre. Ça veut dire que les élèves qui sont testés chez nous, il y en a 1 sur 2 qui est à l'heure, mais les autres sont peut-être toujours dans le premier degré ou en troisième ou dans d'autres filières. Ouais. Donc forcément, c'est peut-être plus difficile pour eux de répondre à PISA, même si je pense qu'il faut prendre PISA comme un indicateur parmi d'autres. Et ça, c'est important de le répéter. Alors, lutter contre le redoublement, intégrer la remédiation dans le temps de l'apprentissage, mais aussi dans la grille horaire et en dehors du cours, c'est tout à fait, pour moi, une des mesures phares et une des mesures centrales du pacte qui peut être mise en œuvre relativement vite et qui doit avoir un effet positif sur la réussite de nos élèves, que ce soit à PISA, mais aussi aux épreuves externes. Alors Karim Fadoul, ces réussites au PISA, c'était la question de la semaine. Ça, mais c'est un indicateur, je veux dire, et on sent véritablement que par rapport aux élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a un problème structurel qui ne date pas de cette semaine-ci, je veux dire, qui est là depuis une quinzaine d'années. Depuis très longtemps. On se rend compte qu'il y a une énorme disparité avec la Flandre par rapport à l'écriture, par rapport aux maths, par rapport aux sciences, par rapport à la lecture, La lecture, c'est étonnant. On aurait pu penser que l'écriture aurait pu poser plus de problèmes, notamment par rapport au français. Eh bien non, c'est la lecture qui pose problème. C'est quand même plus facile de lire que d'écrire. Ce qui, moi, me surprend, et je pense que tous ici autour de la table connaissent une personne, un parent dont les enfants sont dans une école de l'enseignement néerlandophone.
En général, ce qu'on entend, c'est plus dur, c'est plus poussé, il y a plus de devoirs, le week-end, pendant les vacances, etc. Et puis nous, quand on a des enfants qui fréquentent des écoles de la communauté française, on se dit que c'est pas pareil, il y a une forme entre guillemets de laxisme, ou en tous les cas c'est plus relax, c'est plus cool et moins poussé. Alors la véritable question c'est à quel moment et quand est-ce qu'on va à un moment donné se rendre bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et véritablement. Alors il y a ce pacte d'excellence qui arrive, mais est-ce que c'est une bonne chose, ou est-ce qu'il ne faudra pas dans 15 ans se dire ah ben finalement on s'est trompé de chemin, il faut encore refaire un autre pacte d'excellence. Alors Christophe Zoukairidis, est-ce qu'on est trop relax? C'est peut-être caricatural ce que je dis. Non, mais non, en tous les cas, mais en tous les cas, quand on compare, je vous dis, quand on compare la situation. C'est le premier réflexe de comparaison avec la Flandre, c'est de dire c'est le plus proche. C'est le plus proche. Avec l'image aussi de la Flandre. Et oui, et c'est très bien de comparer. C'est la Belgique, c'est normal. Ça reste la Belgique. Et même le tout de l'OCDE, même s'il y a des limites à cette comparaison, parce qu'effectivement tous les programmes ne viennent pas au même moment par rapport à l'âge des élèves, et donc il suffit de ne pas avoir vu une compétence parce que tu la verrais 6 mois plus tard et d'être en décalage par rapport à ça. Donc ça c'est un. Et nous ça fait 15 ans qu'on l'a pas vu. Mais on est quand même bien placé, et en particulier à Bruxelles, pour se rendre compte, non pas que toutes les écoles ou que tous les enfants ont des difficultés par rapport à ces 3 compétences qui sont vérifiées, les langues, les maths et les sciences, mais que certaines écoles sont moins bien placées pour pouvoir faire réussir leurs enfants que d'autres. Donc c'est le problème de l'équité qui existe entre nos élèves. Et ça, moi, en 1997, j'ai été revoir, parce que je sortais une étude déjà sur ce phénomène de stigmatisation très forte d'une partie de nos jeunes en fonction du quartier où ils habitent, en fonction du niveau d'études de leurs parents, en fonction des revenus de leurs parents. Eh bien, malheureusement, plus ces revenus sont bas, plus le niveau d'études est bas, et plus vous allez vous trouver dans des filières de relégation, même dans l'enseignement spécialisé, et moins vous allez avoir de chances de faire l'enseignement supérieur. Donc, la communauté française, ou la Fédération Wallonie-Bruxelles, ne s'est jamais occupée sérieusement de cette situation. Et si on veut comparer avec la Flandre, pour être totalement précis, il faut aussi dire que la Flandre investit beaucoup plus par élève pour ses enfants, ce qui permet de faire un encadrement. Et donc, dans des écoles qui connaissent beaucoup de défis et de difficultés, il faut clairement donner beaucoup plus de moyens et beaucoup plus d'encadrement pour travailler avec des groupes plus petits. On aura des résultats très différents et on corrigerait un peu les inégalités. Au parti, un groupe qui n'est pas constitué à la Chambre. Voilà. Mais heureusement, je vais aller dans le même sens. Mais parce qu'on n'a pas entendu le PTB sur le pacte d'excellence. Est-ce que le principe du pacte d'excellence, je suis au fédéral, mais sur le pacte d'excellence et les tests PISA, il y a quand même quelque chose de très important, c'est qu'un écart peut en cacher un autre. C'est comme les trains. Il y a l'écart entre la Flandre et la francophonie. Et au niveau PISA, la moyenne c'est 500, les cotes. Et donc on a un écart de 30 entre la Flandre et la Wallonie-Bruxelles. Il y a un écart qui est beaucoup communauté plus française, parce que les germanophones c'est encore autre chose. Et ils sont mieux classés que les francophones. Il y a un écart beaucoup plus grand, c'est entre les plus riches, les 25% les plus riches et les 25% les moins riches. En francophonie, c'est 112. Donc l'écart Flandre-francophonie, 30. L'écart en riches-pauvres, 112. Et donc ça veut dire que les plus riches, pour simplifier, en francophonie, sont largement au-dessus de la moyenne de la Flandre ou des pays encore mieux cotés. La moyenne de tous les pays, il y a des inégalités dans d'autres pays aussi. On n'est pas le seul pays. Sauf que la Belgique francophone est un des pays où l'inégalité scolaire est le plus élevée. Et ça, c'est vraiment le problème fondamental. Et le pacte d'excellence, à mon avis, ne répond pas suffisamment à cet aspect-là. Je peux dire un mot sur le pacte? Un mot. Oh non. Non. Alors, Pierre Chaudoir. J'avais perdu votre... Pierre Chaudoir. Je reprends mon temps de parole. Je crois qu'il y a un problème d'autonomie des directeurs d'école. Il y a un système de nomination qu'il faut remettre en cause. Je pense qu'il est difficilement possible d'être enseignant du début de sa carrière jusqu'à la fin, et qu'on doit laisser la possibilité aux gens de changer de métier pour mieux y revenir plus tard. Et il y a vraiment, tous les directeurs d'école que l'on consulte vous disent, moi je suis obligé, je suis un entraîneur de foot et je suis obligé de composer avec une équipe que je n'ai pas choisie, que je ne peux pas désigner et qui n'est pas toujours opportune. Le système d'autonomie dans le fonctionnariat en général et dans l'enseignement en particulier est peut-être quelque chose qui doit être
être remis en question, je pense. Vous avez droit à un mot. Mais je pense que vraiment ça va dans le bon sens parce que ouvrir l'école de manière générale, tant pour les enseignants, c'est-à-dire permettre aussi aux enseignants de parfois aller se faire une autre expérience ailleurs et puis revenir peut-être à l'école, mais aussi à d'autres personnes de pouvoir rejoindre l'école avec une expérience différente est important. Par rapport au pacte d'excellence, il y a déjà des propositions qui sont un peu mises sur la table maintenant. On a fait travailler les enseignants, les spécialistes, etc. pendant plus de 2 ans. Moi, je pense qu'on a surtout retardé le moment où on allait prendre des décisions parce que la Fédération Wallonie-Bruxelles considérait qu'elle n'en avait pas les moyens. Donc, parce que les conclusions, quelles sont-elles? C'est qu'il faut mettre beaucoup plus d'argent dans les maternelles. Et ça, c'est un discours que moi je veux soutenir avec Écolo. On doit absolument mettre le paquet dès le plus jeune âge, parce que plus tôt on corrige les inégalités qui existent quand on rentre, c'est dans le pacte. Quand je regarde le budget 2017 de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a non pas une dotation, il y a une provision, c'est-à-dire qu'on peut ou pas l'utiliser, de 21 millions. Avec ces 21 millions, je vous le dis, on n'ira pas très 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 loin dans ces directions. Donc il y a clairement, si on veut continuer la comparaison avec la Flandre, où on sait qu'il y a plus de moyens qui sont consacrés, il faut aussi faire un choix budgétaire. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler certainement lors des 15 prochaines années. J'espère qu'on verra déjà des choses en 2017, si l'émission existe encore, effectivement. Mais maintenant, on va parler d'immobilité, enfin, ou de mobilité, ça dépend comment on voit les choses. Avec ce fameux rond-point Louise, dont on a beaucoup parlé aussi cette semaine, ce rond-point a changé de visage quelquefois, en quelques mois. Pour le ministre Gozouin, il ne faut jamais être têtu en matière de mobilité. Le test n'était pas positif. Je me suis rendu 2 week-ends de suite aux heures de pointe et il y avait des temps d'attente inacceptables pour sortir du parking. Si on veut décourager les gens de venir faire leurs courses en ville, c'était la meilleure manière, c'était de maintenir le test. Et donc, il faut arrêter aussi de croire que quand on espère quelque chose, cela va se concrétiser. Donc, il faut savoir reconnaître à un moment donné ses erreurs. Et ça n'est pas un drame de se tromper. Le tout, c'est de prendre les bonnes décisions. Nous l'avons fait. Nous revenons à la situation initiale. Il ne faut pas être têtu. Il ne faut pas être têtu, jamais en matière de mobilité, parce qu'il n'y a rien de plus imprévisible d'ailleurs que les flux de circulation. Alors ce feuilleton du rond-point, vous l'avez suivi, Christophe Génisty ? Et je le prends tous les matins. Ah, c'est vous Je n'encombre pas parce que je le prends en moto et j'ai la chance de pouvoir me faufiler. Non, il dit il ne faut pas être têtu. Mais en fait, il y a quand même une chose avant de ne pas être têtu, il faut être clairvoyant. Et il faut avoir des idées. Effectivement, ça fait un peu plus de 2 ans que je vis maintenant à Bruxelles. Je pense qu'il ne s'est pas passé une seule semaine sans que j'entende à la radio, sur votre antenne, des questions autour de la mobilité. La mobilité me semble être le casse-tête le plus incroyable et le plus hallucinant de la société bruxelloise. Et effectivement, je vois ce carrefour-là qui a été limité lorsque le tunnel Stéphanie était fermé. Donc il y a eu des conditions de circulation qui ont été différentes pendant la fermeture du tunnel Stéphanie. Dès lors que le tunnel Stéphanie s'est réouvert, eh bien, ils ont non seulement conservé les limitations de circulation, mais ils ont en plus entravé. Mais c'était pour tester. Oui, c'était pour tester, mais ils ne l'ont pas testé avec des choses provisoires. Ils l'ont testé en le bétonnant avec des pavés, etc. Et c'est absolument des rétropédalage. C'est pas du test, c'est de l'expérimentation idiote. Alors, mais qui était idiot dans l'histoire? Est-ce que c'est le ministre de la Mobilité, Pascal Smet, qui est absent pour l'instant, ou est-ce que c'est tout le gouvernement, ou est-ce que c'est la ville de Bruxelles qui n'a pas surveillé? C'est à mon sens, c'est à l'image de ce manque de vision en matière de mobilité à Bruxelles, que ce soit le dossier des tunnels, que ce soit ce dossier-ci du Goulet-Louis, que ce soit le dossier de la E40, souvenez-vous, avec le rétropédalage, on fait un test sur le boulevard fin de l'hiver, urbain, le boulevard urbain, exactement, avec ce rétrécissement de l'entrée de ville. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a une vision en termes de mobilité? J'ai peut-être une question pour Christophe Zoukairidis. Écolo était dans le gouvernement avec Pascal Smet entre 2004 et 2009. Vous n'y êtes plus, lui y est toujours. Donc vous l'avez croisé à plusieurs reprises. Oui, enfin, c'est Evelyne Tebroek, je pense qu'il était. Ceci étant, est-ce que vous pensez que Pascal Smet a une véritable vision pour la mobilité à Bruxelles? Encore une fois, moi je ne personnaliserai pas chaque fois tous ces dossiers. C'est lui qui est en charge de dossier. Oui, le vrai problème, c'est la vision globale que l'on a sur la mobilité. Tant qu'on abordera un dossier plic-ploc en se disant le rond-point Louise,
ou tel tunnel sans le mettre dans un contexte beaucoup plus global, on ne trouvera pas de solution. Et le drame, c'est qu'il y a toujours énormément de voitures qui rentrent dans Bruxelles tous les jours, parce que les alternatives ne sont pas encore suffisantes, et parce qu'on n'encourage pas suffisamment les gens qui viennent de l'extérieur à prendre des transports en commun. Et là, on a un défaut de vision, je pense, au niveau bruxellois, parce qu'il a raison de dire qu'il ne faut pas être têtu, enfin, il ne faut surtout pas être têtu quand on est dans l'erreur. Mais il faut être déterminé si on a une vision un peu globale et que ça s'inscrit dans un schéma que tout le monde peut comprendre, mais qui va non seulement autour des frontières de Bruxelles, mais aussi un peu plus loin. Parce que quand on vient de Liège, de Namur, de Mons ou de la Louvière ou peu importe, ou de Flandre, il faut quand même arriver jusqu'ici. Et s'étonner ce schéma, que... on ne le voit pas aujourd'hui. Mais ce schéma, on ne le voit pas suffisamment clairement à Bruxelles. La région a une responsabilité et la concertation avec les deux autres régions, avec le fédéral, est indispensable si on veut effectivement régler et ne pas continuer à parler comme ça. Tous les 15 ans, on pourra parler. Hein. Mais c'est vrai que c'est un peu comme l'enseignement, vous avez raison. C'est un peu pire là, parce que chacune des sociétés se comporte non pas dans une logique de service public cohérente. La SNCB ne travaille pas avec la STIB et inversement de manière cohérente en se disant on fait un peu le même job finalement. Non, ce sont deux sociétés concurrentes. Les terrains qui appartiennent à la SNCB, quand elle parle de Bruxelles, elle les voit comme une valorisation d'un actif, comme une société privée, et non pas comme une politique de mobilité globale et cohérente. C'est un vrai souci. J'ai demandé l'avis du Hennuyer quand il vient à Bruxelles. Comment ça se passe? Ah ben écoutez, moi je suis un utilisateur des transports en commun, donc quand je passe le rond-point Louis, c'est plutôt par en dessous. Et quand je viens en train, je passe 2h30 par jour dans les transports en commun. Donc heureusement que j'y travaille parce que sinon ce serait vraiment... C'est pas merveilleux. Voilà, non, c'est une catastrophe, Et le problème, il est double. D'abord, il y a un problème, on l'a dit, de cohérence de mobilité. Il n'y a aucun plan de mobilité au niveau de l'ensemble du pays. Et moi, je pense que, vous savez, sans doute que le PTB est un fervent défenseur de la refédéralisation de la plupart des matières. Et je pense que la première matière qui devrait être refédéralisée pour avoir une cohérence, c'est la mobilité, parce que c'est vraiment le plus logique, hein, surtout quand on voit les choses de Bruxelles. Et alors, comment veut-on que ça fonctionne? Comment, au niveau fédéral, qui est le niveau sur lequel je travaille, on voit qu'on retire 3 milliards d'euros à la SNCB. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Comment voulez-vous qu'on mette en place un RER efficace quand il n'y a pas de moyens? C'est totalement impossible. Alors on a eu un espoir à un moment donné, parce que le ministre Belot a dit « Ah, il va y avoir 1 milliard pour que la SNCB puisse faire des investissements. » Et alors quand je l'ai interrogé, on s'est rendu compte que le milliard, c'est la SNCB qui devrait le trouver sur ses fonds propres, si possible en s'endettant. Donc un jour on dit « Oh, la SNCB est trop endettée » et le lendemain on lui dit « Ah ben, vous allez trouver 1 milliard, mais vous allez vous endetter pour ça. » Je voudrais revenir sur la problématique purement bruxelloise et peut-être poser la question à Christos Zoulkeridis. Le ministre de la Mobilité est donc absent, et il sera sans doute absent encore plusieurs semaines pour des raisons médicales. Donc le poste non, c'est plus sérieux. C'est plus sérieux que ça, mais donc je dis peu importe, ça c'est sa vie privée et c'est un problème médical. Mais donc il est remplacé aujourd'hui, tant bien que mal, par le ministre-président et par Guy Van Engel, voilà, qui a la signature. Est-ce que le fait qu'il y ait comme ça un vide sans ministre de la Mobilité, est-ce que ça ne pose pas un problème de plus au sein d'un gouvernement comme le gouvernement bruxellois? Un ministre ne travaille pas tout seul. Un ministre travaille dans le cadre d'un programme de gouvernement, et donc ces balises, normalement, elles sont établies depuis le début de la législature. Qu'il soit absent, je ne sais pas combien de temps il sera absent. Pour vous, mais moi, ça n'a rien à voir avec ça. Je ne veux pas personnaliser, encore une fois, ce problème-là, parce que je crois que c'est un problème de vision. Quand on a eu d'autres dossiers qui ont posé problème, avec le piétonnier par exemple, quand c'était la ville de Bruxelles qui, toute seule, sans concertation avec la région, prenait des décisions qui avaient un impact sur la mobilité, ce n'était pas normal. Quand la région prend des décisions et qu'elle ne réfléchit pas dans une réflexion globale et dans un impact global sur l'ensemble de la mobilité à Bruxelles, ce n'est pas normal non plus. Donc, je pense que... C'est la responsabilité du gouvernement. C'est une responsabilité du gouvernement. Et donc, son chef de cabinet ou son équipe est toujours là, elle est présente, elle joue certainement un rôle. Je ne pense pas que ce soit là qu'il faille pointer, en tout cas, la difficulté. Julie Frère. Non, mais simplement, qu'est-ce qui est fait? Enfin, j'ai l'impression que, voilà, on dit ça fait des années qu'on parle des mêmes problèmes. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour qu'à un moment, les gens se parlent
plus, les consommateurs et les gens ne sont pas des cobayes. On fait des tests, on essaye, ça marche pas, on recommence. Et je pense vraiment qu'il y a un ras-le-bol par rapport à ça. Et nous l'action, on a intenté une action collective contre la SNCB, notamment en raison du fait que son système de compensation est tellement compliqué. On a eu plus de 45 000 personnes qui ont signé. Enfin, les gens ont besoin d'une vision et j'ai l'impression qu'on n'arrive toujours pas avec des solutions concrètes. Il y a un élément qui a été fait pour Bruxelles, je pense, et qu'on peut reconnaître, c'est que pendant ces 10 dernières années au moins, on a investi vraiment dans les transports publics bruxellois. Je veux dire, en termes d'offres de transport public, il y a une amélioration très forte et une augmentation très très forte du nombre de personnes qui les utilisent. Alors, la cohérence avec le train ou avec les autres sociétés de transport, et puis l'accès de la ville sur le plan physique, comment est-ce qu'on permet finalement à toutes ces voitures de venir, ou comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elles ne viennent pas jusqu'au truc de Bruxelles, et la gestion des parkings qui dépend de la SNCB aussi. Quand on voit que la SNCB dans les villes d'origine fait payer les parkings, c'est totalement dissuasif. Il faudrait que ça soit gratuit dans les villes d'origine et non pas construire des parkings ici aux alentours de Bruxelles. Mais quand même pour que les gens prennent le train et puis soient beaucoup plus proches. Il y a une bonne nouvelle ce week-end, il y a une nouvelle gare, Arcade, à Watermal-Boisfort, qui va ouvrir ce week-end, dimanche. Donc voilà, il y a quand même des bonnes nouvelles qui se passent, mais il faut attendre parfois assez longtemps. Mais on m'a dit que la gare était en même temps, il faudrait vérifier, parce que je ne suis pas sûr qu'elle était fermée le week-end. En tout cas, elle va être ouverte ce dimanche. Ce dimanche. En tout cas, ce dimanche. Et on vérifiera pour les autres week-ends, c'est une bonne idée. Je voulais quand même, avant d'aborder les coups de cœur des uns et des autres, parler d'une personnalité politique qui nous a quittés cette semaine. Il n'était pas bruxellois, mais il était souvent à Bruxelles, c'est Jackie Moral. Et Christos Zoukleridis, je suppose que vous l'avez bien connu. Quelques mots à propos de Jackie Moral ? Je l'ai bien connu, j'ai fait le début de ma vie politique avec lui. J'ai été son collaborateur pendant de quelques années, notamment en 1999, qui a été le moment historique le plus important pour les écologistes. J'ai, avec toute une série d'autres de ma génération, été avec lui pour faire en sorte que l'écolo s'ouvre. Ça a été la principale victoire qu'on a obtenue grâce à lui. Ça a été de s'ouvrir et de comprendre qu'on pouvait, en politique, jamais avoir raison tout seul. Et qu'il fallait oser se confronter au regard des autres, à leurs commentaires, à leurs visions et au respect finalement de leur point de vue. C'est une énorme perte, je pense, pour la vie politique belge. Malheureusement, pour des raisons privées, il a, depuis des années, avec le décès de sa fille notamment, commencé à plonger et à être vraiment dans des situations humaines très 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 compliquées. C'est vrai que toute notre famille est extrêmement triste et j'ai été moi touché aussi de voir que ailleurs qu'à Écolo, il y a eu un hommage sincère extrêmement important. Alors, je ne sais pas, Marc Tovani, si vous moi, l'avez côtoyé. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais mon collègue et camarade Raoul Edebo, qui est liégeois, a eu pas mal de discussions. Et je pense qu'il y avait vraiment une possibilité de discuter avec lui, d'avoir un dialogue avec lui, même s'il n'y a pas forcément des divergences, des convergences sur tous les points. Mais voilà, c'est ce que je peux en dire. Est-ce qu'on peut, là ça n'a rien à voir avec Jackie Moral, on peut envisager des majorités écolo PTB au communal ? Ben écoutez, nous, on nous pose souvent la question... Mais la réponse, c'est ça qui nous intéresse. Directement. C'est possible ou pas ? En tout cas, ça existe déjà. Ça existe déjà à Anvers, dans un district anversois. Donc c'est possible. Ce sont d'autres partis, avec un contexte assez particulier, qu'on est dans le jardin de Bardewever et qu'il y a vraiment l'utilité de faire une alliance. Mais voilà, on n'a pas d'absolu, mais on a toujours quand même ce principe que... le programme d'abord. Voilà, pour le programme d'abord, pas d'austérité. Ça, Christos Zoukleridis. S'il vous plaît bien. Comme ça. Non, juste savoir. On ne fait pas de cordon sanitaire. D'accord, voilà. Mais au moins, voilà la réponse. On va passer au coup de cœur. On va commencer tout de suite par celui de Karim. Karim qui est un illuminé. Non, pas un illuminé, c'est mon âme d'enfant qui revient. Non, c'est les illuminations de fin d'année, c'est toujours agréable de voir ces images, de voir ces lumières un peu partout dans Bruxelles, avec ce fameux programme Bright de la région bruxelloise, avec ces illuminations. Et puis il y en avait une toute particulièrement, ce sont ces fameuses lettres Molenbeek, lettres qui composent le mot Molenbeek au sommet de ce bâtiment qui fait l'angle entre le canal et la chaussée de Gand. Voilà, je trouvais que c'était un super clin d'œil, c'est illuminé le soir, c'est très beau à voir.
Et Très bien. c'est tout au long des fêtes. C'est pour toutes les fêtes. Julie, frère, vous... Ça n'a rien à oui, voir. ça n'a rien à Ça voir. n'a Je vraiment vais vous laisser rien à l'expliquer voir. Je vais d'ailleurs. expliquer. Alors, on a en Belgique plusieurs taux de TVA différents qui s'appliquent. Le taux de 21% pour les produits considérés comme non essentiels, le taux de 6% pour les produits de première nécessité. Et on s'est lancé Test Achat dans le combat avec un collectif qui s'appelle Belge et culotté pour demander la diminution de ce qu'on appelait la taxe tampon, c'est-à-dire la taxe sur les protections hygiéniques féminines. On est très content parce que le ministre des Finances, Johan van Overtveld, vient de le proposer. Il y avait déjà eu des initiatives d'autres partis, mais ici, donc, ça se concrétise et pour nous, c'est une très belle victoire. Voilà, donc c'est mon coup de cœur. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est bien. C'est une très bonne nouvelle, mais Test Achat a parfois des bonnes nouvelles. Hein, Oui, mais tant mieux, tant mieux. Christophe, vous êtes plutôt tendance. Oui, je suis plutôt tendance. Et Je, moi, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Participant à une émission qui s'appelle Les Experts, je suis tombé sur la une de ce magazine qui dit pourquoi les experts se trompent tout le temps. Donc évidemment, je veux qu'on perde notre job en fait. Évidemment, je suis allé découvrir le dossier. C'est un dossier très intéressant que je recommande. Et juste avant ce dossier, il y a une tribune de Hamid Faljaoui. Qui est très intéressante, qui dit « Les réseaux sociaux mènent à un retour à un monde où l'oral dominait les idées et où la légende pouvait l'emporter sur la réalité. La première victime de cette régression, c'est hélas la vérité. » Pierre Chaudoir, vous êtes un charlot finalement. Vous. Oui, moi j'aime bien les charlots. Il faut savoir qu'il y a un spectacle, on se souvient de Mr. Knight, qui était un spectacle fabuleux, qui avait connu un succès colossal. On retrouve un peu les mêmes, avec Otman Moumen et Bruce Allison, Philippe Tasquin. Et là on revisite Charlot. C'est au théâtre L'Oréal du Trac, le cercle gaulois, hein, donc on retrouve des gens avec des vestes autrichiennes, du théâtre L'Oréal du Parc qui se trouve en face, mais le cercle gaulois, c'est en face du 16 rue de la Loi. Et déjà le théâtre est un endroit magnifique qu'on ne connaît pas bien, et le spectacle est époustouflant. Il y a une scénographie faite par deux jeunes que je mets en avant, qui s'appellent Thibaut de Coster et Charny Kleinerman. On le voit, le temps moderne, tout est visité, et on remarque un Charlot qui est à la fois un personnage extrêmement dramatique et extrêmement drôle. C'est bon pour tous les âges, on y va, on entend les jeunes rire autant que leurs grands-parents. C'est vraiment à aller voir et je le recommande. C'est un très beau spectacle. Et c'est jusqu'au 18 décembre. Voilà. Et moi j'ai mon propre coup de cœur qui va être très très rapide. C'était Bonhomme qui a clôturé les 800 ans de Saint-Gilles. Et là vous voyez ce qu'il fait. Il fait du human brush, c'est-à-dire avec son propre corps. Il est capté par des capteurs et ça fait de superbes mappings sur l'hôtel de ville. Donc on a vu celui-là. On a vu aussi celui-là, et puis ça a terminé avec celui-là. Voilà, eh bien je vous souhaite un bon week-end à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres experts. Et d'ici là, donc, bon week-end. Au revoir.